Je croyais qu'on allait au Canada en juin, justement pour éviter les problèmes de météo, et il faut croire que ce week-end a été une exception. On sort d'un week-end extrêmement pluvieux pour ce Grand Prix du Canada 2024, et ça a rendu les choses, pour le moins intéressant. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ce week-end, et on va discuter de 2-3 points très importants pour la suite de cette saison, et pour les prochaines semaines, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a un point que je veux aborder. Je compte sur vous, comme d'habitude, dans les commentaires, pour me donner votre avis sur chaque point qu'on va évoquer, et me donner votre avis sur ce Grand Prix du Canada. Donnez-moi une note sur 20. Donnez-moi votre note dans les commentaires et argumentez un petit peu pour voir ce que ça donne. Et on va tout de suite revenir ensemble sur ce Grand Prix du Canada et tout ce qui a pu se passer pendant le Grand Prix. Bon, je pense que vous l'avez vu, victoire de Max Verstappen, du coup, ce week-end, 6e victoire de la saison pour le Néerlandais, 60e victoire en carrière, et oui, mine de rien, il se rapproche petit à petit du record de Michael Schumacher. Alors, ce week-end n'a pas été facile pour Max Verstappen, surtout durant les séances d'essai, où là, il a eu beaucoup de difficultés entre la météo, les problèmes techniques comme en FP2 avec son ERS, ou tout simplement un rythme qui n'était pas exceptionnel. En arrivant en qualification, on s'est dit, oula, on retrouve encore une Red Bull pas très bien. Est-ce que Verstappen va être capable d'aller décrocher une pole position? Et ça s'est joué à rien. Littéralement rien, zéro quoi. Même chrono que George Russell qui du coup prend la pole position parce que le temps avait été fait avant celui de Max Verstappen. Mais du coup, encore une fois, Max Verstappen qui arrive en qualification à sortir un tour assez exceptionnel pour bien se positionner sur la grille. Bon, durant la course, ça a été un petit peu plus compliqué au début, mais il a très rapidement repris la tête de ce Grand Prix, même si on a encore senti une sorte de fébrilité du côté de chez Red Bull avec beaucoup de plaintes de la part de Verstappen, que ce soit au niveau des suspensions, que ce soit au niveau des pneus, que ce soit au niveau du rythme. On sent bien que malgré les victoires, malgré les pole positions et les premières lignes, aujourd'hui Red Bull n'a clairement plus son avance et sa domination qu'elle pouvait avoir en 2023. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas fans de Red Bull, bien évidemment. Ça devrait rendre, je pense, la suite de la saison très intéressante. C'est quasi obligé que sur différents circuits, on voit les McLaren, les Ferrari venir titiller, voire même battre les Red Bull. Comme d'habitude, quand je parle de Red Bull, je parle de Verstappen. Et du coup, on va se poser la question dans quelques minutes dans cette vidéo, mais est-ce que Mercedes va pouvoir elle aussi venir titiller les Red Bull durant cette saison 2024? Bon, même s'il y en a un qui a des problèmes et qui s'en sort bien, il y en a un deuxième qui, lui, pour le coup, a eu de gros problèmes, c'est Sergio Pérez. Encore le cas Sergio Pérez, je pense qu'il va falloir en parler. Pérez qui fait encore un week-end désastreux, après avoir pourtant prolongé de 2 ans. Alors d'ailleurs, il y a eu une sorte de fuite lors d'une interview. Horner a laissé passer des détails qu'il n'aurait pas dû laisser passer. Le contrat de Pérez n'est pas un contrat de 2 ans jusqu'en 2026, mais est un contrat d'1 an pour 2025 avec une option pour 2026. C'est exactement le même contrat que Tsunoda, on en parle à la fin de la vidéo, mais du coup, l'avenir de Pérez pour au moins 2025 est assuré chez Red Bull. Et je l'avais tweeté juste avant sa prolongation, mais là, on repart en 2024 sur exactement le même scénario qu'en 2023. Pérez est en train de chuter, en train de perdre en performance. L'année dernière, Red Bull avait une voiture si puissante que ça lui a permis de terminer 2e au championnat pilote. Cette année, on a les 2 McLaren, les 2 Ferrari, et maintenant, on a peut-être les 2 Mercedes même qui vont se mettre devant Sergio Pérez. Donc, les suites de la saison va être très très dure. Bon, pour résumer le week-end de Sergio Pérez très rapidement, Pérez se fait éliminer en Q1 comme à Monaco, part très très loin sous la pluie, ne remonte pas, fait quasiment aucun dépassement et se bat avec Pierre Gasly pendant quasiment toute la course. Puis lorsque la piste va sécher, va partir en tête à queue, venir taper la barrière avec le train arrière de sa voiture, va réussir à rentrer au stand avec une voiture totalement détruite pour éviter qu'il y ait une safety car et ne pas ruiner Verstappen. Bon, fun fact, il y a eu une safety car parce que c'est Albon et Sainz après qui sont sortis. Et du coup, Sergio Pérez a pris 3 places de pénalité pour le Grand Prix d'Espagne dans 2 semaines parce qu'il a ramené une voiture qui était détruite, qui n'aurait pas dû rouler. Il aurait dû garer sa voiture, ça aurait provoqué une safety car. Mais voilà, pénalité pour Pérez qui a vraiment eu un week-end catastrophique et je peux vous le dire, c'est pas le dernier, préparez-vous, le downfall de Pérez sur cette fin de saison, il va être exceptionnel. Bon, quand on parle de Red Bull, on est obligé aussi du coup de parler des McLaren qui avaient un très très bon rythme ce week-end. Encore une fois, la McLaren clairement qui est l'une des meilleures voitures aujourd'hui. Première partie de course avec les McLaren un petit peu en retrait, mais sur la fin du premier relais, on a vu Norris revenir à une vitesse grand V à plus de 2 secondes plus vite que Max Verstappen. Très bonne gestion des pneus, très bonne dégradation des pneus. Malheureusement, Lando Norris se fait avoir à son propre jeu, aka la safety car. Je pense que c'est pas forcément une erreur. McLaren s'est peut-être fait prendre de court, mais au moment où la safety car sort pour l'accident de Logan Sargent, Lando Norris ne va pas rentrer au stand et malheureusement va perdre la tête du Grand Prix. Je pense, ce n'est que mon avis, mais que McLaren a
raté une victoire ce week-end. Je pense que McLaren aurait dû remporter ce Grand Prix en faisant rentrer Lando Norris avant Piastri pour le faire ressortir devant Verstappen. Sur le deuxième relais, il aurait donc été devant Russell, devant Verstappen et devant Piastri. Il n'aurait pas eu autant de trafic, il n'aurait pas perdu autant de temps et aurait pu créer justement un gap comme Verstappen a pu le faire. Alors c'est pas dramatique pour McLaren, c'est même encourageant de se dire qu'aujourd'hui, peu importe les conditions, peu importe le circuit, McLaren peut se battre contre Verstappen, mais il y a quand même un petit sentiment de regret. Il y a peut-être un petit sentiment de ça aurait pu être une deuxième victoire pour Lando Norris aujourd'hui. Malheureusement, ça ne l'est pas. De son côté, Piastri a fait lui aussi une excellente course avec un excellent rythme jusqu'à l'accrochage avec George Russell dans la fin de course où George Russell a tenté un dépassement. Vous me direz qui est fautif sur l'accident Russell-Piastri? Pour moi, c'est un petit peu 50-50. Russell tourne un petit peu trop tôt, Piastri force à l'intérieur alors qu'il est dépassé. Je sais pas réellement sur qui attribuer la faute, il n'y a pas eu de pénalité dans tous les cas. Mais il faut le souligner, McLaren a encore fait un très bon week-end et si vous êtes fan de McLaren, croyez-moi, vous pouvez avoir le sourire parce que vous allez passer une très bonne saison 2024. Bon, on parle de Red Bull et McLaren, on va parler forcément de Mercedes. La surprise de ce week-end, Mercedes qui s'est retrouvé à jouer les avant-postes au Canada, sous la pluie et sur le sec, il faut le dire. On l'avait vu directement en FP3, les Mercedes étaient dans le rythme, étaient rapides et à l'aise sur ce circuit. Meilleur temps pour les Mercedes donc en FP3, pole position pour George Russell en Q3. Malheureusement, Hamilton s'est loupé et se qualifie seulement 7ème alors qu'il avait largement le rythme pour être en première ligne. Il faut savoir d'ailleurs que c'est la première fois qu'on a exactement le même chrono entre le premier et le deuxième depuis Jerez 1997. Vous vous souvenez, cette qualification avec Jacques Villeneuve, Michael Schumacher et je crois que c'était Frenzen si je dis pas de bêtises, qui avait effectué exactement le même chrono en qualification. Ça faisait donc quasiment 20 ans que c'était pas arrivé et là on a eu de nouveau le même scénario. Norris était à seulement 21 millième, on aurait pu avoir 3 pilotes sur le même chrono, ça aurait été exceptionnel. La dernière pole position de Mercedes, elle remontait à la Hongrie 2023 avec Lewis Hamilton l'année dernière. La dernière victoire de Mercedes remonte au Brésil 2022 et la dernière pole position de George Russell, elle remonte à la Hongrie 2022. Autant vous dire, si vous êtes fan de Mercedes, je pense que vous étiez soulagé aujourd'hui de revoir les Mercedes se battre dans le top 5. Franchement, ça fait du bien. Voilà, je le dis, ça fait du bien de voir un petit peu du changement, de voir des équipes revenir comme ça et créer la surprise. J'étais très content pour Mercedes. Pas vous mentir, en tant que fan d'Hamilton, j'aurais préféré qu'Hamilton soit devant Russell, mais bon, voilà. Russell a fait une très bonne course de façon globale. Il a réussi à garder la tête lors du premier relais, il a été très bon. Ensuite, la dégradation des pneus a un petit peu compliqué sa course et il a dû du coup ralentir le rythme. Verstappen est revenu, puis il a commis une erreur qui lui a fait perdre 2 positions. Norris et Verstappen ont pu passer. Hamilton, lui de son côté, a eu une course un peu plus simple entre guillemets, à suivre Fernando Alonso et se battre avec l'Aston Martin pour la 5e position, mais avec un bon rythme et une bonne stratégie et les safety cars bien évidemment. Lewis Hamilton est revenu du coup dans le top 5, se battre avec Piastri, avec Russell et Lando Norris sur la fin de course. Malheureusement, sur la fin de course, bataille entre les deux Mercedes et encore une fois, Lewis Hamilton, 7e champion du monde, ne bloque pas à l'intérieur, ne défend pas à l'intérieur et ça me rend fou. Frère, protège. Alors vous allez me dire, oui, Russell serait passé par l'extérieur, c'est vrai. Mais bon, il y avait un podium sur la table, il fallait le jouer. Petite statistique sur Lewis Hamilton d'ailleurs, il a toujours terminé sur le podium au Canada lorsqu'il a terminé la course. C'est-à-dire que depuis 2007, Lewis Hamilton a toujours été dans le top 3 lorsqu'il n'a pas abandonné. Oui, il a eu quelques abandons, donc forcément, ça compte pas. Et cette année, en 2024, malheureusement, il termine 4e. Donc c'est la première fois, les gars, depuis 2007 qu'Hamilton ne termine pas sur le podium au Grand Prix du Canada. Je trouve cette stat exceptionnelle. Vraiment, c'est incroyable de se dire que pendant plus de 15 ans, le mec a réussi à terminer tout le temps dans le top 3. Reste à voir maintenant si les Mercedes vont confirmer à Barcelone, si c'était seulement juste une bonne perf grâce au circuit, aux conditions météo ou au fait que McLaren, Red Bull, Ferrari sont en difficulté. On parle de Ferrari juste après d'ailleurs. Mais bref, il va falloir rester focus, comme dirait Toto Wolff. Il va falloir se focus sur la prochaine course et voir si Mercedes est capable justement de profiter de ce bon résultat pour s'élancer et commencer à reperformer sur cette saison 2024. Bon. Vous le voyez ce logo là? Vous le voyez ce petit logo jaune là sur la boîte noire? J'ai le seum. Après le rêve que j'ai pu vivre à Monaco avec la victoire de Charles Leclerc, le double podium de Ferrari, ça a été une catastrophe ce week-end pour Ferrari qui marque donc 0 points, double abandon pour les Ferrari. Ça partait déjà très mal en séance d'essai où Ferrari n'était pas réellement dans le rythme, en difficulté, ne trouvait pas le bon réglage, n'arrivait pas à gérer ses pneus. On arrive en qualification, ça se fait taper en Q2, P11, P12.
Q12. On reviendra pas sur cette Q2. Très mauvaise gestion, très mauvaise gestion opérationnelle, on va dire, de la séance de qualification. Ferrari ressort en pneu usé quand quasiment tout le monde est en pneu neuf. Bref, ça passe pas en Q3. Et directement en course, quand t'es dans le trafic et qu'il pleut et qu'il n'y a pas le DRS, c'est compliqué de dépasser. Charles Leclerc fait un plutôt bon départ, se retrouve 8 ou 9e après quelques tours. Carlos Sainz, à l'inverse, perd 3-4 places et se retrouve 14e. Leclerc a eu un problème moteur durant la moitié du Grand Prix du Canada. Voilà, il faut le dire, il a perdu 1 seconde 2 sur les lignes droites pendant la moitié de la course, jusqu'au moment où il rentre au stand pour redémarrer sa voiture. Leclerc se faisait déposer. Dites-vous que Charles Leclerc était largement, mais alors largement plus rapide sans le DRS, sans les problèmes moteurs, qu'avec le DRS ouvert et l'aspiration et les problèmes moteurs en début de course. Donc la course de Leclerc était un petit peu ruinée. On parlera pas de la stratégie. Voilà, pas vu, pas pris. La stratégie de mettre des pneus hard quand la pluie tombe. Bon, Leclerc a dit qu'il fallait tenter. Non, c'est vraiment stupide. Là, pour le coup, c'était vraiment juste une erreur. Je suis désolé, Charles, mais moi, je ne comprends pas ce move. Du coup, abandon de Charles Leclerc, tout simplement parce qu'il était à un tour, il y avait plus grand chose à jouer et que la voiture n'avançait pas. Il y avait des problèmes de boîte de vitesse. Bref, un enfer. Et de son côté, Carlos Sainz jouait les points. Carlos Sainz faisait une course timide, mais au moins était dans le top 10 jusqu'à ce qu'il parte à la faute, tout simplement. Parte en tête à queue et en plus, vient de sortir du coup Albon. On rappelle, si jamais vous jouez aux jeux vidéo, si jamais vous faites même du sport automobile, lorsque vous partez en tête à queue, la règle est simple. Vous sautez sur les freins. Vous devez immobiliser votre voiture afin de ne pas la laisser rouler et venir percuter quelqu'un qui essaye de vous éviter. D'accord, Sainz? Bon bref, du coup, double abandon pour Ferrari. C'est un gros choc pour le coup. Enfin, c'est une grosse perte pour les classements pilotes et constructeurs, vu que Leclerc se retrouve maintenant à 60 points de Verstappen à la hauteur de Norris. Donc quand même un gros coup dur ce résultat à Montréal et il va falloir assurer sur les prochains Grands Prix et le début de la tournée européenne si Ferrari veut espérer se battre pour un des deux titres. On en arrive du coup au gros débat de ce Grand Prix du Canada. Qui a bien pu faire parler après la course? C'est nous, c'est les Français. Alpine, vive la France, vive la République. Alpine qui fait encore parler à cause d'une consigne d'équipe pas respectée. Encore un drama en interne entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. Alors déjà, il faut savoir qu'Esteban Ocon partait dernier sur la grille. Les deux Kick-Sauber étaient au stand. Lui partait 18e au fond de la grille. Fait une course sensationnelle avec une bonne stratégie. Aidé par la safety car, se retrouve 9e pendant quasiment toute la course et se bat avec Williams, donc Albon et je crois Tsunoda si je dis pas de bêtises. De son côté, Gasly petit à petit reprend des positions, double Perez, Sainz se sort, Albon se sort, bref, il réussit à reprendre un maximum de positions, se retrouve 11e jusqu'au tête à queue de Yuki Tsunoda qui lui permet de rentrer dans les points. Donc à ce moment-là, on a les deux Alpines dans les points, hip hip hip, hurrah. Sauf qu'à quelques tours de l'arrivée, on demande à Esteban Ocon de laisser passer Pierre Gasly pour attaquer Daniel Ricciardo qui est devant. Il faut savoir, ça a été révélé ce week-end, que la voiture d'Esteban Ocon est moins performante que celle de Pierre Gasly. Elle est plus lourde et ne bénéficie pas des mêmes pièces que celle de Gasly. Donc du coup, je pense qu'Alpine s'est dit, ok, Pierre devrait avoir un meilleur rythme, sachant qu'Ocon en plus avait des problèmes de batterie. Let's go faire attaquer Pierre, voir si on peut rattraper Ricciardo et on fera le switchback, on remettra Pierre derrière à la fin de la course. Déjà, il faut savoir qu'Ocon a tardé un petit peu avant de laisser passer Pierre, disant qu'il n'avait pas de raison de le faire et qu'il ne le rattraperait jamais, que Ricciardo était déjà très loin. Mais Ocon a cédé et a laissé passer Pierre Gasly, histoire de voir si le Français justement pouvait aller chercher la V-Carb qui était devant lui. Spoiler, non, voilà, on s'y attendait. L'Alpine n'est pas assez rapide pour aller chercher une V-Carb, donc Pierre Gasly n'a jamais réussi à doubler Daniel Ricciardo. Et dans le dernier tour, on a gentiment annoncé à Esteban Ocon qu'on ne le relaisserait pas passer et qu'on ne lui rendrait pas sa 9e position. Gasly termine donc 9e, Esteban Ocon 10e, et là vient le drama. Esteban Ocon forcément s'attendait à ce qu'on lui rende sa position et qu'il puisse marquer ses 2 points. Dans tous les cas, les deux voitures marquent 1 et 2 points, c'est juste une question de championnat pilote, mais forcément, vous le savez, Ocon est sur le départ, Ocon va quitter Alpine, donc je pense qu'il avait à cœur de faire un bon résultat, surtout en partant dernier sur la grille. Ocon sort de la voiture avec une déclaration sanglante au micro de Canal+, disant que l'équipe n'a pas fait son travail, mais que lui, si, et que ça annonce la tendance pour la suite de la saison. Si on comprend bien, ça va être une guerre totale et ça va s'attaquer à tout bout de champ dans les médias entre Alpine et Ocon. Pour défendre un petit peu Alpine, il faut savoir qu'il y avait Nico Hülkenberg qui était collé à l'aileron arrière d'Esteban Ocon, donc ça aurait été quasiment impossible de relaisser passer Ocon devant Pierre, mais du coup je comprends totalement la frustration, parce que là Esteban fait une excellente course, Gasly se retrouve dans les points grâce à pas mal d'accidents et d'incidents qui lui permettent de grader des positions, et il peut y avoir un sentiment un petit peu de vol, il peut y avoir un petit sentiment de dégoût ou de regret, parce que là Ocon pour le coup, lui n'a rien à se reprocher. Moi j'ai peur que dans cette équipe, on rentre dans une guerre froide pour le reste de la saison. J'ai peur que Esteban Ocon subisse des consignes d'équipe, c'était l'un des risques d'ailleurs après Monaco, l'une des potentielles sanctions sportives. J'ai peur que son feedback
feedback soit moins écouté, j'ai peur que sa voiture, il y ait moins de pièces, enfin voilà, qu'il y ait plus de problèmes. J'espère pas, honnêtement, j'espère quand même que ça va bien se finir entre Alpine et Ocon. Autant d'habitude, beaucoup de gens chient sur Esteban Ocon, autant là, c'est Pierre Gasly qui a pris tarif et Alpine. N'oubliez pas, j'en ai parlé dans la vidéo d'Ocon, mais c'est pas parce que vos pilotes sont déçus ou vos pilotes subissent peut-être une injustice qu'il faut aussi se défouler sur les réseaux sociaux. Restez respectueux, peu importe l'équipe ou le pilote, s'il vous plaît. Je vais le dire à chaque vidéo, hein. S'il faudra, je le dirai à chaque vidéo et je le répéterai à chaque fois. Mais donc voilà, Alpine a encore fait parler avec ses consignes d'équipe et ses tensions, et de toute façon, on aura l'occasion, je pense, de refaire une vidéo sur Alpine et Esteban Ocon d'ici les prochaines semaines. Petit bonus pour finir cette vidéo, on va parler transfert. Je vous ai prévu une vidéo qui devrait sortir normalement sur cette fin de semaine ou au pire la semaine prochaine si j'ai pas le temps avec Le Mans, je serai au Mans. On va parler un petit peu des transferts vu qu'on a eu déjà la confirmation donc de Sergio Pérez et de Yuki Tsunoda qui restent donc chez Red Bull et AlphaTauri Vecard pardon, respectivement. Ces deux pilotes ne changent pas. Comme je vous l'ai dit, Pérez a donc un contrat de 1 an pour 2025 plus une option pour 2026. Pareil pour Yuki Tsunoda qui se retrouve avec un contrat de 1 an pour 2025. Je lance mon call tout de suite. Je le dis depuis quasiment la saison dernière. Pour moi, Yuki Tsunoda ira chez Honda Aston Martin en 2026. Voilà, au moins c'est posé sur YouTube. On pourra le ressortir quand ce sera officiel. Stroll semble bien être reparti pour signer. Enfin, signer, non, il a un CDI en soi. Mais bon, bref, Stroll va continuer du coup chez Aston Martin aux côtés de Fernando Alonso. Lors d'une déclaration, il a dit qu'il avait envie de continuer avec cette équipe et que l'équipe aussi comptait sur Lance Stroll pour l'avenir. Donc je pense que là-dessus, pas de grosse surprise. Son daron est le boss de l'équipe. Voilà, il faut être honnête. Et derrière ça, c'est un petit peu mes prédictions, ça a commencé à en parler, mais en effet, Carlos Sainz devrait très rapidement signer chez Williams. C'est Julien Febvre justement qui l'a confirmé, mais normalement, Carlos Sainz devrait signer très rapidement chez Williams. Les négociations avec Audi se passent très mal et on n'est pas du tout sur les mêmes horizons de contrat entre Audi et Carlos Sainz. Et du coup, l'option Williams serait plus intéressante pour Carlos Sainz, car une option à plus court terme qui lui permettrait potentiellement de partir en 2026 et d'aller chercher une nouvelle équipe. Du coup, si Sainz signe chez Williams, ça voudrait dire que Logan Sargent quitterait la Formule 1 à la fin de la saison. Là-dessus, pas de grosses surprises. En parlant du marché des transferts, chez Haas, normalement, on devrait rapidement annoncer Oliver Biermann à la place du coup de Nico Hülkenberg. Reste à savoir qui sera à ses côtés. Est-ce que Esteban Ocon va le rejoindre? Est-ce que Esteban Ocon profitera du coup du contrat chez Williams pour Sainz pour aller chez Audi? Là-dessus, on en reparle en fin de semaine, comme je vous l'ai dit. Je vous prépare une vidéo avec toutes les possibilités possibles, tous les contrats et les négociations en cours. Comme ça, vous serez au courant de ce qui se passe actuellement dans le paddock de Formule 1. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu longue. Du coup, il y avait beaucoup de choses à dire, mine de rien, avec ce Grand Prix du Canada. Pour répondre à la toute première question que je vous ai posée en vidéo, pour moi, le Grand Prix mérite un bon 15 sur 20. Voilà, je trouve qu'on a eu une bonne course avec des dépassements, de la pluie, des changements de leader, des safety cars. Hier, j'étais pas trop emballé parce que j'ai quand même eu cette impression que la course était longue, mais au final, avec du recul, on a eu une très très bonne course. Hâte de lire vos commentaires sur ce Grand Prix du Canada. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve probablement aux 24 heures du Mans ce week-end. Je serai présent le samedi et le dimanche si vous y êtes. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou et à discuter. En attendant, faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.